Pour la troisième partie du cours, on va s'intéresser plus particulièrement au syndrome de la queue de cheval et ensuite aux principales conséquences des compressions médulaires et du syndrome de la queue de cheval. Donc, le syndrome de la queue de cheval, une de ses plus grandes étiologies, c'est vraiment la décompensation brutale d'une hernie discale lombaire ou sacrée. Il faut le rechercher devant toute sciatique et en général, c'est des sciatiques qui décompensent brutalement, qui ne sont pas forcément précédées de l'aggravation d'un syndrome rachidien et qui peuvent être accompagnées de douleurs pluriradiculaires ou périnéales. Donc le syndrome de la queue de cheval, il obéit au même principe d'évaluation que ceux que je vous ai expliqués dans la vidéo précédente. Donc c'est une paraplégie basse qui est de plus souvent de niveau L3, L4 ou L5, mais on peut avoir un déficit qui est purement sacré et donc il peut être latéralisé ou incomplet. En général, le tableau il est prédominé par les troubles vésico-sphinctériens, donc une neurovéssie plutôt périphérique, des troubles génitosexuels et des troubles anorectaux. Donc l'examen doit inclure l'examen sensitif et moteur des membres inférieurs, à savoir qu'en général, on retrouve surtout un déficit moteur distal, donc au niveau de la flexion dorsale ou plantaire de cheville, et aussi une atteinte au niveau de la motricité pelvienne, au niveau des grands et des moyens fessiers. On teste aussi les réflexes ostéotendineux qui sont plutôt abolis. Au niveau de la sensibilité périnéale, on retrouve la classique anesthésie en selle, donc on teste bien la région bisciatique qui est plutôt S3 et périanale qui teste les racines S4 et les réflexes du cône, donc bulbo-caverneux pour la racine S3 et anal pour la racine S4 qui seront aussi abolis. On teste également la motricité périnéale où on retrouve une contraction volontaire anale qui est potentiellement abolie elle aussi. Et maintenant, on va s'intéresser au suivi et au pronostic des compressions médulaires et du syndrome de la queue de cheval. Donc, les principales déficiences qu'on va rencontrer lors d'une lésion médulaire, c'est un déficit moteur, donc au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs, un trouble du tonus musculaire, donc ça peut être une hypertonie spastique, des troubles sensitifs, soit une hypoesthésie ou carrément une anesthésie, des douleurs neuropathiques lésionnelles ou sous-lésionnelles, comme on l'a dit plus haut, des troubles respiratoires du fait d'une diminution de la force et de la fonction musculaire des muscles respiratoires, des troubles vésico-sphinctériens, donc c'est ce qu'on appelle les neurovessies, des troubles génitosexuels avec des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation notamment, des troubles du transit, des troubles anorectaux et des troubles végétatifs et vasculaires, donc ça peut être des hypotensions orthostatiques, il y aura aussi un risque thromboembolique augmenté. Et donc tous ces déficits entraînent des limitations d'activité, donc par exemple des difficultés à la toilette, à l'habillage, des difficultés pour la prise alimentaire, des difficultés pour réaliser ses transferts ou pour se déplacer. Et les principales complications qu'on retrouve suite à une lésion médulaire, donc il y a déjà le risque cutané avec les escarres, des complications neuro-orthopédiques du fait de l'enraidissement et des déformations du fait du déficit moteur et de l'hypertonie spastique. Des troubles respiratoires avec un syndrome restrictif, un encombrement du fait de la toux qui devient inefficace. Des complications cardiovasculaires, donc les hypotensions orthostatiques, je vous en ai déjà parlé, et les hyperréflexies autonomes, donc c'est une hyperactivité réflexe du système nerveux sympathique qui est plus afférentée. Des troubles vésico-sphinctériens, donc c'est la première cause de morbidité et de réhospitalisation des patients lésés médulaires. Initialement, à la phase initiale, on retrouve plutôt une rétention aiguë d'urine, puis petit à petit, il s'installe des contractions du détruseur qui sont réflexes, et il peut y avoir également une dysynergie avec les sphincters urétraux, ce qui entraîne une mauvaise vidange et une augmentation de la pression vésicale, donc c'est responsable à la fois d'infections urinaires et aussi d'atteinte du haut appareil. On retrouve aussi des complications dues aux troubles digestifs et anorectaux, donc une constipation, des difficultés d'exonération avec des volumineux fécalums par exemple.
Et on retrouve aussi une déficience rachidienne. Donc, c'est des gens qui, en général, ont été opérés au niveau du rachis pour décomprimer la moelle. Et le matériel, il peut à la fois se déstabiliser ou il peut s'infecter. On peut voir des spondylodicites. Donc, c'est des choses qu'il faut bien surveiller sur le long terme. En conclusion, les lésions de la moelle spinale, qu'elles soient d'origine traumatique ou médicale, elles créent des troubles et des déficiences multisystèmes et multi-organes. Donc, il faut vraiment bien connaître la physiopathologie de toutes ces déficiences et les programmes de soins adaptés pour éviter les complications qui sont nombreuses et qui peuvent être graves également. Donc, ces patients, ils doivent être pris en charge dans des unités de MPR spécialisées. Et lorsque les séquelles persistent, ils doivent bénéficier d'un suivi spécialisé au long cours. Merci de votre attention.